Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer. Bienvenue dans ce 5e cours de la série de cette année. Et le cours d'aujourd'hui sera consacré à l'émergence de la supersolidité dans les condensats dipolaires, c'est-à-dire les condensats avec des interactions dipolaires magnétiques qui nous occupent cette année. Alors, comme toujours, je commence par vous rappeler les prochains séminaires. Tout à l'heure, on aura le plaisir d'écouter Daniel Suchet, qui va nous parler d'un sujet qui n'est pas directement lié aux atomes froids, mais qui est bien lié à l'interaction entre la lumière et la matière, à savoir l'énergie solaire photovoltaïque. Et Daniel a même préparé une expérience. Donc voilà, c'est ce que vous voyez sur la table, là, c'est quelque chose que Daniel utilisera tout à l'heure. La semaine prochaine, on aura Guido Pupillo de Strasbourg qui nous parlera de semi-localisation de spins désordonnés en électrodynamique en cavité. Et l'après-midi donc de la semaine prochaine, vendredi après-midi, le 5 avril, il y aura un atelier que je co-organise avec Michel Brune sur la simulation quantique et les atomes de Rydberg, avec comme intervenant le même Guido Pupillo, mais avec un thème différent, directement lié à l'atelier, Monika Edelsberger, Thomas Héral, Thierry Lahaye, Clément Sérin et Benoît Vermersch. Voilà. Et si vous voulez voir les titres de tous ces intervenants, ils sont tous sur la page web, et puis il y a aussi des affiches en dehors de cette salle. Voilà, donc comme toujours, je commence par un bilan des cours précédents. Donc, je vous rappelle que le thème du cours de cette année, ce sont les gaz ultra-froids faits à partir d'atomes dont le moment magnétique mu est très grand. Et par très grand, je veux dire grand devant l'unité naturelle de moment magnétique qui est le magnéton de Bohr. Et ces atomes, en général, pour la plupart de ceux qu'on considère, ces atomes qui sont la famille des lanthanides, comme le dysprosium, l'herbium et d'autres. Le dysprosium, par exemple, un moment magnétique qui est 10 fois le moment magnétique, le magnéton de Bohr, ce qui veut dire que les interactions vont être 100 fois plus grandes que des interactions traditionnelles. Donc l'interaction entre deux atomes dépend donc du vecteur R qui joint ces atomes et fait intervenir une interaction de contact et l'interaction dipôle-dipôle. L'interaction de contact, elle décrit dans une approche champ moyen à la fois les forces de Van der Waals qui décroissent comme 1/6 et la liaison chimique, et le coefficient petit g qui caractérise la force de cette interaction. Je vous rappelle qu'il est directement relié à la longueur de diffusion petit a, qui caractérise les interactions des atomes dans l'onde partielle L égale 0, celle qui compte à basse énergie, par la formule donc G égale 4pi h bar 2 A sur M. Et petit a, cette longueur de diffusion, est typiquement de l'ordre de 1 à quelques nanomètres. L'interaction dipôle-dipôle, ici, varie comme 1 sur R3, donc est à plus longue portée. Elle fait intervenir un coefficient que j'ai noté GDD ici, et ce GDD fait donc intervenir le carré du dipôle, comme je disais à l'instant, mu carré, fois la permittivité du vide, mu 0. Et on la met souvent sous la même forme que le coefficient petit g, en l'écrivant sous la forme 4pi h bar 2 ADD sur M, où ADD est également homogène à une longueur. Je vous rappelle que GDD et G, dans cette formule, ont tous les deux la même unité. C'est une unité qui est l'énergie fois un volume. Et donc, je peux les comparer directement, G et GDD, ou je peux comparer, si je préfère, A et ADD. Et cette longueur ADD, pour le dysprosium, donc, qui a un moment magnétique 10 magnétons de Bohr, eh bien, ce ADD vaut 7 nanomètres, ce qui est donc tout à fait comparable aux longueurs de diffusion petit a habituelles, voire même plus grand. Et comme je disais, c'est 100 fois plus grand, en tout cas 2 ordres de grandeur plus grand que ce qu'on trouve pour les alcalins, qui eux ont un moment magnétique égal au magnéton de Bohr, au plus, puisque pour les alcalins, ce ADD est très petit, il est de l'ordre de l'angstrom, 0,1 nanomètre. Voilà, et donc tout le thème du cours tourne autour de ça, tourne autour du fait qu'on a des interactions magnétiques dominantes, c'est des interactions qui sont à longue portée, relativement longue portée, 1 sur R3, et anisotrope, à cause du 1 moins 3 cos carré θ qui intervient ici, θ étant l'angle entre le rayon vecteur qui joint mes deux atomes, petit r, et puis l'axe de polarisation du dipôle, puisque dans tout ce cours, je suppose mes dipôles uniformément polarisés, tous orientés dans la même direction, et j'appelle cette direction Z, c'est la direction d'un champ magnétique extérieur qui aligne ces dipôles. Voilà, donc ça c'est la scène sur laquelle on travaille. Le cours de la dernière fois, le cours 4, on s'est intéressé à la stabilité d'un édifice dans lequel donc, il y a des interactions de ce type, des interactions dipolaires fortes.
GDD plus grand que G, dans le cas où cet édifice ne voit aucun potentiel extérieur. Bon, éventuellement, on peut mettre un gradient de champ magnétique pour le faire léviter, pour pas qu'il tombe sous l'effet de la pesanteur, mais disons qu'il n'y a pas de potentiel de confinement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait fabriquer un état lié, un état autolié de cet édifice, pourvu que le nombre d'atomes dépasse un nombre critique, NC, je ne vais pas revenir dessus. Le point important que je veux signaler ici, c'est que la stabilisation de cet édifice résulte de la compétition entre les interactions de champ moyen, qui sont à la fois décrites par GDD, l'interaction dipôle-dipôle, et petit g, l'interaction de contact, et compétition donc de ces interactions de champ moyen avec une autre énergie, qui est une énergie qu'on trouve au-delà du champ moyen, la correction de Li-Wang-Yang, qui varie avec la densité comme ρ puissance 3,5, alors que l'interaction de champ moyen varie linéairement avec la densité ρ. Et donc la compétition entre ces deux termes fait qu'il y a une densité d'équilibre dans le système. Cette densité fait intervenir simplement le rapport entre GDD moins G, qui est ce terme-ci, et puis G Li-Wang-Yang. Et on avait donc pu calculer cette densité, et je vous rappelle que c'était une densité qui était relativement grande, mais néanmoins accessible dans les expériences. Et on avait également trouvé la forme d'équilibre de la gouttelette, avec un rayon transverse de la gouttelette, donc la gouttelette est alignée avec l'axe des dipôles, un rayon transverse de la gouttelette qui variait comme la puissance 1/4 du nombre d'atomes, et une longueur pour cette gouttelette, RZ, qui varie comme n puissance 1,5. Donc le volume de la gouttelette, qui est R perp carré fois RZ, varie comme le nombre d'atomes. Ça, c'est caractéristique d'un état liquide. Quand je mets plus d'atomes, la densité reste constante, mais mon volume croît. Et puis, on voit des gouttelettes qui sont de plus en plus allongées. Au fur et à mesure où j'augmente le nombre d'atomes, les deux tailles augmentent, mais la taille longitudinale augmente plus vite que la taille transverse. Donc mes gouttelettes ont un rapport d'aspect de plus en plus effilé au fur et à mesure où j'augmente le nombre d'atomes. Et donc la question que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui, c'est que se passe-t-il si je ne laisse pas la gouttelette s'étaler selon l'axe Z, mais si au contraire je la bloque en mettant un potentiel de confinement fort selon l'axe Z, en laissant éventuellement les atomes bouger librement, soit dans le plan XY, soit le long de l'axe X seulement. Que se passe-t-il si donc je bloque cette expansion de la gouttelette qui sinon devient dominante, comme je viens de le dire? Alors, que se passe-t-il? On a déjà commencé à regarder ce qui se passe dans le cours 3, il y a 2 semaines. On avait vu que même si on comprime fortement le gaz selon la direction des dipôles, donc si on fait un gaz quasi 2D, comme j'ai représenté ici, avec les dipôles perpendiculaires au plan, eh bien on a vu qu'il y avait une instabilité qui pouvait apparaître, au moins dans une théorie purement de champ moyen, quand GDD, l'interaction dipôle-dipôle, devenait plus grande que petit g, l'interaction de contact. Et cette instabilité, on l'avait vue en regardant le spectre d'excitation du gaz. Donc on avait pris notre gaz, on avait regardé des ondes qui se propageaient dans le plan XY, donc caractérisées par un vecteur d'onde K qui était localisé dans le plan XY. En utilisant une théorie à la Bogoliubov, on avait pu trouver le spectre de ces excitations, c'est-à-dire le lien entre la fréquence oméga de l'excitation et le vecteur d'onde K. Et ce spectre d'excitation, on l'avait mis sous la forme suivante. H bar oméga, c'était un terme à la puissance 1,5, donc la racine carrée de ce qui est à l'intérieur du crochet, là. Et dans ce crochet, on voit d'abord epsilon k carré, où epsilon k, c'est simplement l'énergie cinétique d'une particule avec l'impulsion h bar k, où k est donc mon vecteur d'onde. Et puis un autre terme qui fait intervenir epsilon k, qui fait intervenir la densité à 2 dimensions, ρ0 de d, et qui fait intervenir v tilde de 2d de k. Donc v de d, c'est le potentiel effectif vu par les atomes quand on prend en compte leur confinement le long de l'axe Z, et le tilde signifie que j'ai pris la transformée de Fourier de ce potentiel effectif. Et ce qu'on avait montré, c'est donc que ce V tilde de D de K, il pouvait devenir négatif pour certaines valeurs de K, ce qui veut dire que si j'augmente assez ma densité ρ, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur du crochet ici va pouvoir s'annuler. C'est-à-dire que ce terme-ci est évidemment positif, c'est le carré de l'énergie cinétique, mais ce terme-ci peut devenir négatif. Et donc l'intérieur du crochet peut s'annuler pour un cas particulier. Et on a donc un spectre d'énergie qui prend l'allure suivante, qu'on appelle un spectre de Roton, avec un minimum local ici. Et quand ce minimum local touche l'axe des X, ça signifie que je peux créer l'excitation de vecteur d'onde K sans que ça me coûte la moindre énergie. Donc c'est une source d'instabilité puisque je peux pouvoir faire apparaître une modulation avec une période spatiale 2π sur k sans avoir rien à payer. Donc la solution d'un gaz plan n'est pas stable, elle va pouvoir se convertir en une solution modulée. Et le résultat que je vous donne là pour un plan, en fait,
on a des résultats similaires pour un tube. Là encore, je confine fortement les dipôles le long de leur axe, et là, je confine en plus les dipôles le long d'un des deux axes perpendiculaires. Donc les atomes sont libres de bouger simplement selon l'axe X qui est ici. Alors que va-t-il se passer donc, quand on atteint cette instabilité? Eh bien, on va apparaître un phénomène qui a été prédit il y a de nombreuses années, je vais vous faire une petite historique dans un instant, qui s'appelle la supersolidité. La supersolidité, c'est la coexistence de deux ordres, au sens transition de phase. Le premier ordre, eh bien, c'est l'ordre d'un solide. Il y a solide dans le mot supersolidité, donc c'est l'ordre d'un solide. C'est l'apparition d'un ordre spatial, c'est-à-dire que la symétrie de translation de mon problème est brisée spontanément, et je vois apparaître une densité qui est modulée comme ceci, en fonction de x, spontanément, sans appliquer de potentiel périodique sur mon système. Et puis, l'autre ordre qui vient s'ajouter, c'est l'ordre superfluide, c'est l'origine du mot du super qui est ici, c'est-à-dire que mon système, tout en étant modulé spatialement, reste cohérent et continue à avoir des propriétés superfluides, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des propagations de petits défauts, mouvements de petits défauts, sans créer de dissipation de chaleur. Alors, ces deux ordres se caractérisent tous les deux avec l'opérateur densité à un corps, ρ1. L'ordre spatial, eh bien, c'est la densité qui est modulée, donc c'est les termes diagonaux de l'opérateur ρ1. Je prends l'opérateur ρ1 entre R et R, entre la même position à gauche et à droite. Et dire que j'ai un ordre spatial, c'est dire que cet opérateur ρ1, je vais pouvoir l'écrire une constante, plus le décomposer en série de Fourier, donc une somme des alpha k puissance ikr. Donc pour parler un langage de transition de phase, le paramètre d'ordre de cette transition liée au solide, ce sont les alpha k. Ici, c'est le fait d'avoir des alpha k non nuls qui émergent dans mon problème, ça me dit que j'ai eu une transition entre un état initial plat et puis un état modulé. Et puis, dire que j'ai un état superfluide, eh bien, ça veut dire que j'ai un ordre en phase sous-jacent, donc j'ai une fonction macroscopique qui se développe, et ça se décrit toujours à partir de l'opérateur ρ1. Cette fois-ci, il faut prendre l'élément de matrice de ρ1 entre deux états R et R', deux états en position qui sont différents l'un de l'autre, voire même arbitrairement éloignés, puisque le critère pour dire qu'on a un condensat dans un système homogène infini, eh bien, c'est de dire que l'élément de matrice non diagonale de ρ1 entre R et R', quand la distance R moins R' tend vers plus l'infini, eh bien, cet élément de matrice ne tend pas vers 0, mais il tend vers une fonction psi de R fois psi étoile de R'. C'est ce qu'on appelle le critère de Penrose-Onsager, qui est venu généraliser le critère qu'Einstein avait donné pour la condensation en ne s'intéressant qu'à un gaz parfait. Donc Penrose et Onsager ont généralisé la notion de condensation à un gaz en interaction, et leur critère pour dire qu'on a un condensat, eh bien, c'est dire ça, c'est dire qu'on a un ordre non diagonal à longue portée. Donc non diagonal parce qu'on prend R et R', et à longue portée parce qu'on prend la distance R moins R' qui tend vers l'infini. Donc dire qu'on a un supersolide, c'est dire qu'on a ces deux transitions de phase, émergence des alpha k ici et émergence du psi, qui se produisent de manière indépendante. Et on va voir qu'effectivement, cette chose-là peut se produire dans nos condensats dipolaires. Alors, le plan du cours sera le suivant. Je vais commencer par vous faire un petit historique de la supersolidité. Et un petit peu comme les gouttelettes quantiques de la semaine dernière, la supersolidité est un concept qui a émergé d'abord en physique de l'hélium liquide, et puis avec la possibilité que cet hélium liquide devienne solide. Et vous allez voir que c'est une histoire à rebondissement. Qui s'est fini par la conclusion que finalement on n'avait pas vu de supersolide pour l'hélium, mais enfin bon, je vais vous décrire par quelles étapes on est passé. Ensuite, je vous montrerai comment, avec la fonction de l'énergie de Gross-Pitalevsky, ce problème peut être remis sur la table et comment on peut espérer voir de la supersolidité à partir de ça. Et pour ça, ça nous amènera à faire une petite revue de ce qu'on appelle une transition de phase. Donc, en particulier, je vous rappellerai la notion de transition de phase du premier ou de deuxième ordre. Ensuite, on se penchera vraiment sur le cas des atomes avec des interactions dipolaires, et on verra qu'effectivement, cette transition supersolide peut se produire. On verra qu'il est possible de voir dans les expériences la coexistence d'une modulation spatiale qui reflète l'ordre solide et d'un ordre en phase, qui reflète la cohérence. Et puis pour terminer, je dirais quelques mots des modes d'oscillation de ces systèmes supersolides, en particulier ce qu'on appelle les modes de Goldstone et les modes de Higgs
qui apparaissent naturellement quand on a une transition de phase du deuxième ordre. Bien, alors je commence donc avec l'hélium. La supersolidité de l'hélium avec, comme je l'ai dit, un point d'interrogation, puisque finalement, on n'est pas sûr que cette supersolidité puisse être vue. Alors, les premières prédictions. Eh bien, les premiers à avoir parlé de cette possible supersolidité, eh bien, c'est Penrose et Onsager eux-mêmes, dans l'article de 1956, quand ils ont proposé ce concept d'ordre non diagonal à longue portée, ce ρ1, matrice densité d'un corps entre R et R', eh bien, ils ont écarté la possibilité qu'un solide puisse avoir cet ordre non diagonal à longue portée, parce que l'image qu'ils avaient d'un solide, c'était des atomes sur des sites bien précis, comme ceci, avec une densité qui était nulle entre les sites, exponentiellement petite. Et quand on a ça, eh bien, on se dit qu'on ne va pas pouvoir maintenir la cohérence entre le site qui est là et le site qui est là si la fonction d'onde s'annule entre les sites. Et donc Penrose et Onsager, dans leur article, mentionnent explicitement cette possibilité en l'écartant aussitôt en disant on ne va pas y arriver. Quelques années plus tard, Yang, Xian Yang, le même que celui de Li Wangyang, le prix Nobel pour la prédiction de la violation de la parité, lui, au contraire, prend le contre-pied complet de ce que disaient Penrose et Onsager, puisque pour lui, pour Yang, il écrit que c'est évident que les exemples qu'il a donnés auparavant de cet ordre non diagonal à longue portée, le ρ1 de RR', peut exister dans un liquide et qui peut également exister dans un solide. Donc Yang se dit que la densité n'est pas obligée de devenir à zéro ici. Il peut très bien y avoir un ordre non diagonal à longue portée, c'est-à-dire une cohérence de phase, dans un solide. Bon. Il y a eu d'autres publications entre-temps, j'en ai mis certaines dans les notes écrites. Un point sur lequel j'aimerais insister ici, c'est une des contributions, celle de Chester en 1970, qui dit qu'on peut montrer par des arguments rigoureux au sens des physiciens, qu'il existe des états à n-corps pour des systèmes de bosons d'interaction qui ont à la fois un ordre cristallin, donc un solide, et puis une condensation de Bose-Einstein. Et plus concrètement, il propose un modèle pour ça. Il dit que si on prend un cristal comme ceci, et que ce cristal a des lacunes, c'est ce point-ci ou ce point-là, et que ces lacunes peuvent bouger, eh bien ces lacunes peuvent contribuer à instaurer de la superfluidité dans le système, tout en ayant évidemment l'ordre solide qui est présent, puisque là je pars d'un réseau. Et Chester va plus loin, il dit qu'il n'y a aucune raison de penser que si on prend un cristal quantique, ce sera le cas de l'hélium solide, qu'un cristal quantique n'est pas une fraction finie, donc une fraction non nulle de lacunes à température strictement nulle. Donc Chester fait l'hypothèse qu'on peut imaginer des cristaux quantiques qui ont, quand on calcule leur état fondamental, des lacunes, et que ces lacunes donc contribuent à instaurer un état superfluide dans le système. La même année, Leggett, dont on reparlera encore beaucoup la semaine prochaine pour ce type de problème, Leggett en 1970 part de ce qu'a dit Chester et il suggère une expérience. Il dit si effectivement on peut avoir cette coexistence superfluidité et puis solide, eh bien, on devrait pouvoir, les propriétés de moment d'inertie non classiques, je vais vous décrire dans un instant ce que c'est, que possède l'hélium liquide, eh bien, ces propriétés peuvent être partagées par des solides. Et donc, en particulier, si on prend le solide qui est condensé comme proposé par Chester, ce solide doit avoir un moment d'inertie non classique. Un moment d'inertie non classique, encore une fois, je vais vous dire dans un instant de quoi il s'agit, mais en gros, c'est dire que quand on prend un corps qui est super fluide et qu'on cherche à le faire tourner dans le référentiel du laboratoire comme ça, eh bien, en fait, la partie superfluide du corps ne va pas tourner, ne va pas être entraînée par les parois du container qui contient ce liquide ou ce solide. Et donc, le moment d'inertie n'est pas aussi grand que ce qu'on croirait, puisqu'il y a une partie du fluide qui ne tourne pas parce qu'il est superfluide. Donc, c'est ça le moment d'inertie non classique, mais je vais vous montrer des expériences dans un instant. Nozière, en 1995, reprend cette idée. Put another way, 12 supersolides existent. On n'avait toujours pas de preuve 25 ans après. Et il revenait sur l'idée que les lacunes pour l'hélium solide pouvaient être un bon candidat. Et puis Phil Anderson, avec un argument péremptoire, publie en plein milieu de la controverse sur l'hélium en 2009
un article dont il conclut « I argue that every pure Bose-solid ground state is a supersolid ». Donc là, c'était catégorique. Il ne donnait pas la valeur de la fraction superfluide, qui est évidemment une quantité importante, mais en tout cas, lui, il croyait dur comme fer à la supersolidité. Bien. Alors, les expériences maintenant. Dès que les propositions sont apparues dans les années 60, les propositions théoriques, les expérimentateurs se sont posé la question, est-ce qu'on peut voir effectivement un signal de supersolidité pour l'hélium solide, qui est le meilleur candidat, puisque c'est quand même le solide le plus quantique qu'on puisse imaginer. Donc les expériences tournaient tout autour de la même idée. C'était ce moment d'inertie réduit, donc je le redis, de quoi s'agit-il? Donc vous avez, là je vais décrire une expérience faite en 2004, mais les autres expériences antérieures avaient à peu près le même principe. Vous avez ici une plaque ici qui est rigidement fixée, vous avez une barre qui est une barre de torsion. Ici, vous avez le récipient qui va contenir votre milieu dont vous voulez étudier l'éventuelle superfluidité. Et donc, on met ce cylindre ici vert en rotation et on mesure précisément sa période en fonction de la température. Et ce qu'on voit quand on met de l'hélium liquide là-dedans, eh bien, c'est que tant que la température s'est élevée, le moment d'inertie qu'on déduit de la fréquence d'oscillation est constante. Et puis, quand la température passe en dessous de celle pour la transition superfluide, brusquement, le moment d'inertie chute parce qu'une partie du liquide hélium devient superfluide, donc reste au repos dans le référentiel du laboratoire. Il n'est plus entraîné par le mouvement des parois du conteneur vert. Et donc, il y a moins de matière qui oscille, moment d'inertie plus bas, et donc fréquence d'oscillation plus élevée, ou si vous préférez, période d'oscillation plus basse. Alors, avec de l'hélium solide pur, rien n'était vu. On ne voyait pas de réduction du moment d'inertie. Kim et Chan, en 2004, ont l'idée de ne pas prendre de l'hélium solide pur, mais de prendre de l'hélium solide dans un milieu poreux, du VICOR. L'idée étant que si on met l'hélium dans ce milieu poreux, on va favoriser la présence de lacunes, et comme ce qu'on savait, c'était que c'était les lacunes qui allaient créer la superfluidité, eh bien, Kim et Chan pensaient que comme ça, ils pourraient favoriser un comportement supersolide. Alors, voilà quelques caractéristiques de leur expérience. Ils ont un grand facteur de qualité pour leur pendule de torsion, Q égale 10 puissance 6, donc ils peuvent mesurer des tout petits changements de période d'oscillation. Là, vous voyez, P, c'est la période. Et vous voyez que ici, ça change entre là et là, ça change de 10 nanosecondes, la période. Donc, c'est des mesures très précises. Pour l'hélium liquide, on voit effectivement cette chute ici de la période, donc chute du moment d'inertie, comme prédite. Et pour le solide hélium 4, piégé dans ce milieu poreux, eh bien, il voit de la même façon une chute à une température de l'ordre de 0,1 Kelvin. Et il y a différentes courbes, différentes couleurs, qui correspondent à différentes vitesses de l'oscillation, vitesse longitudinale de l'oscillation du récipient vert. D'accord ? Mais en tout état de cause, on voit effectivement quelque chose qui descend rapidement ici. Et donc cette réduction de la période, c'est la réduction du moment d'inertie. Et il l'attribue donc au fait que l'hélium solide dans ce milieu poreux devenait superfluide. Alors ça a suscité beaucoup de débats, tant côté théorique que côté expérimental. Côté théorique, les théoriciens se sont repenchés sur le problème. Ils sont arrivés à des conclusions que s'il y avait supersolidité, ça ne pouvait être que les lacunes. Solide sans lacunes ne pouvait pas être supersolide, donc ça ne pouvait être que les lacunes. Côté expérience, eh bien, certains groupes ont confirmé les résultats de Kim et Chan, d'autres, au contraire, qui regardaient d'autres observables, ne les retrouvaient pas. Donc il y a eu pas mal de signaux contradictoires en 2004 et 2012, jusqu'en 2012, les mêmes Kim et Chan publient dans PRL, Physical Letters, un article qui donc infirmait, si on peut dire, le résultat de 2004, puisque vous avez ici sur ce même graphe, extrait de leur publication, le résultat de 2004 en rouge et le résultat de 2012 en bleu. Et là, vous voyez, sur le résultat bleu, il n'y a plus la moindre trace de chute du moment d'inertie. Alors, comment est-ce qu'on explique cette différence ? Eh bien, c'est que dans les expériences de 2004, il semble qu'il y avait, à l'extérieur du cylindre vert, là, au niveau de la jonction avec la barre de torsion, il y avait de l'hélium solide qui était là.
Et cet hélium solide, eh bien, on sait que quand on descend sa température, il y a un changement rapide du module de cisaillement à l'intérieur du solide. Et donc, ça veut dire que ce changement rapide de cisaillement, ça fait que le couple qui est transmis depuis la barre jaune ici de torsion vers le cylindre vert change, parce que le module qui transmet ce couple change de nature. Et donc c'est ça qui en fait crée la variation rapide du moment d'inertie dans les points rouges. Et dans les expériences 2012, ils se sont débrouillés pour éliminer complètement cet hélium ici présent à l'extérieur, et c'est comme ça qu'ils ont obtenu les points bleus. Voilà. Donc c'est à ma connaissance la fin de l'histoire pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu depuis 2012 de gens qui ont prétendu avoir vu un comportement super solide dans l'hélium solide. Je dirais que la morale de l'histoire, elle est tout à fait positive. Hein. Moi, je trouve que Kim et Chan ont été remarquables, c'est-à-dire qu'ils ont publié leurs résultats en 2004 parce qu'ils les avaient et c'était quand même un résultat majeur, et ils ont continué à travailler, et ensuite, eh bien, en toute honnêteté, ils ont montré que leur interprétation de 2004 n'était pas correcte. Je trouve que c'est une belle illustration de comment la méthode scientifique fonctionne. Quand on a un résultat qui intéresse tout le monde, et bien tout le monde se penche dessus, il y a des expériences contradictoires, et puis on arrive à un consensus à la fin. Et je trouve que voilà, c'est une belle histoire. On a le droit de se tromper du moment qu'on ne s'entête pas dans l'erreur. Voilà, bien. Donc ça, c'était l'état pour l'hélium. Alors maintenant, passons au système qui nous intéresse dans ce cours, qui sont les gaz décrits par une fonctionnelle d'énergie de type Gross-Pitaïevski. Comment est-ce qu'on peut avoir de la supersolidité dans ces systèmes-là? Donc, on prend des systèmes qui sont décrits par une fonction macroscopique, psi de R. Donc, d'emblée, là, je dirais que j'ai de l'ordre à longue portée. Hein. Le côté superfluide, à partir du moment où je dis que j'ai une fonctionnelle de Gross-Pitaïevski pour décrire mon système, d'emblée, je dis que le critère de Penrose et Onsager est vérifié. La question, c'est est-ce que je peux avoir un comportement solide qui vient se superposer à ça? Donc, je prends une fonctionnelle d'énergie de type Gross-Pitaïevski, donc vous la connaissez bien, on l'a écrite plusieurs fois. Donc là, j'écris l'énergie pour grand N particules. Donc, j'ai un premier terme qui est l'énergie cinétique, proportionnelle à l'intégrale de gradient de psi au carré sur tout l'espace, fois le nombre de particules. Chaque gradient psi me donne l'énergie pour une particule. Je vous rappelle que je prends toujours psi normalisé à 1, hein, l'intégrale de psi de R au carré des 3R est égale à 1. Voilà. Et puis j'ai l'énergie d'interaction, donc je somme sur toutes les paires d'atomes dans mon système, donc j'ai nn-1 sur 2 paires, et je prends la double intégrale, psi de R au carré, psi de R' au carré fois V de R moins R'. J'autorise mon potentiel V de R entre deux particules à ne pas être local, ce qui est important en particulier puisque j'ai mes interactions dipôle-dipôle qui sont à relativement longue portée. Alors, cette question d'apparition d'un ordre spatial spontané dans cette fonctionnelle d'énergie, elle n'est pas nouvelle. En fait, elle a été posée pour la première fois par Gross lui-même, le Gross de Gross-Pitaïevski. Gross travaillait à côté de Boston, Pitaïevski travaillait à Moscou. Pitaïevski, ce qui l'intéressait plus pour cette fonction de l'énergie, c'était la structure des vortex qui apparaissaient dans le milieu. Gross, lui, s'intéressait à la condensation en général, et dans son article dans lequel il écrit cette fonctionnelle d'énergie, il pose la question, et il y répond de manière positive, est-ce que l'état fondamental de cette fonctionnelle peut être spatialement modulé? Et comme je le dis, Gross répond oui, et il propose même une solution. Sa solution, eh bien, c'est de prendre un potentiel, pour le V de R moins R' ici, qui est un potentiel de cœur mou, soft core en anglais, qui est un potentiel donc, qui est purement répulsif. Hein. Ou bien les particules sont l'une de l'autre et il n'y a pas d'énergie, ou alors elles sont plus proches l'une de l'autre que la distance R0, et à ce moment-là, je dois payer une énergie positive. Donc c'est un potentiel qui est répulsif. Et avec ce potentiel répulsif-là, eh bien, Gross montre qu'effectivement, l'état fondamental peut être modulé. Et on reviendra dessus dans la suite du cours. Alors, avant de développer le formalisme, je voudrais insister sur le fait qu'on a vraiment affaire ici à un changement de paradigme. Le supersolide dont on parle quand on étudie la fonctionnelle de Gross-Pitaïevski n'est pas le supersolide qu'on cherchait dans l'hélium. Le supersolide qu'on cherchait dans l'hélium, c'était un supersolide où dans mon réseau périodique, j'avais un atome par site, plus éventuellement quelques lacunes.
mais c'était un atome par site. Là, le supersolide qu'on va former avec la fonctionnelle de Gross-Pialewski, il va être à une dimension aujourd'hui ou à 2 dimensions la semaine prochaine, et je vais avoir un psi de R au modulo carré qui aura cette allure-là, et j'aurai donc des amas ici, un amas ici, un autre ici, donc une répartition périodique d'amas d'atomes, mais chaque amas ici contient beaucoup d'atomes. L'équation de Gross-Pialewski est une théorie de champ moyen, et finalement, elle n'a de sens que s'il y a beaucoup d'atomes dans chaque amas. Si j'avais un atome en moyenne dans chaque amas, probablement les effets au-delà du champ moyen seraient dominants et je ne pourrais pas faire confiance à cette théorie de Gross-Pialewski. Donc, ce qu'on cherche, c'est effectivement l'apparition d'un ordre spatial dans le système, mais cet ordre spatial, ce n'est pas un ordre spatial comme dans un cristal avec un atome par site du cristal. Voilà, donc il faut bien garder ça à l'esprit. Bien, alors, maintenant que tout ça est bien posé, j'aimerais donc vous décrire comment est-ce qu'on va s'y prendre pour essayer de chercher l'émergence d'un ordre solide dans cette fonctionnelle de Gross-Pialewski. Donc, on va utiliser les modèles habituels de transition de phase. Et donc, j'aimerais rappeler, je vais le faire au tableau, comment est-ce qu'on paramétrise simplement une transition de phase. C'est le modèle de Landau des transitions de phase. Donc, je prends un système avec une énergie grand E, et je suppose que cette énergie dépend de 2 paramètres que je note grand A et lambda. Alors, grand A, ça va être mon paramètre d'ordre. C'est ce qui va me caractériser donc la transition de phase. Grand A va valoir 0 pour toute une partie du domaine des paramètres, et puis va passer une valeur non nulle pour une autre partie. Pensez par exemple à la magnétisation. Eh bien, la magnétisation, quand vous faites la transition ferromagnétique dans un solide, eh bien, la magnétisation peut être nulle quand la température est trop élevée, et puis elle devient non nulle quand la température baisse. Eh bien, le paramètre grand A, ce sera dans ce cas-là la magnétisation, qui peut être nulle ou non nulle. Et puis lambda, eh bien, c'est mon paramètre de contrôle. Donc si je reprends mon exemple de la magnétisation qui change avec la température, eh bien, lambda, ce sera la température. Ce sera ce que je varierai pour faire émerger un A non nul dans mon système. Donc, la manière dont on s'y prend pour décrire une transition de phase, eh bien, c'est qu'on regarde en fonction de A l'énergie, on se met à une certaine valeur de lambda, et puis on regarde si l'énergie est un minimum. Alors je dis l'énergie, ça peut être l'énergie libre si je suis à température non nulle. Ici, moi, je suis à température nulle, donc je regarde l'énergie, et donc je regarde la valeur du A qui minimise mon énergie. Et je vais regarder pour différents lambda la valeur de la valeur de amine ici, et j'aurai une transition de phase. Si quand je trace maintenant la valeur de amine en fonction de lambda, eh bien j'ai quelque chose qui est nul jusqu'à une certaine valeur lambda c, et puis qui devient non nul au-delà de lambda c. Alors je peux mettre tout de suite une valeur absolue, parce qu'on verra que grand A peut être positif, négatif, voire même complexe, donc ça peut être une valeur absolue ou même un module. Si la valeur de A passe de 0 à une valeur non nulle, mais de manière continue, on dit qu'on a affaire à une transition du deuxième ordre, une transition continue. Et puis, si j'ai un saut brutal, eh bien là, je dis que j'ai une transition du premier ordre, discontinue. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire émerger un comportement comme ça simplement? Eh bien, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un développement de grand E en puissance de A. Donc j'écris mon grand E de A et de lambda comme étant une certaine énergie E0 quand mon paramètre grand A, mon paramètre d'ordre vaut 0, plus bien des termes, donc A1 de lambda grand A, plus A2 de lambda fois A carré, plus etc. Alors, on va commencer par s'intéresser au cas où le système est symétrique en plus A et moins A. C'est par exemple le cas de ma magnétisation. Quand je prends la transition ferromagnétique, si je ne mets pas de champ magnétique extérieur, si je prends un bout de métal ferromagnétique et que je diminue sa température, eh bien, si je me limite à l'axe Z, la probabilité de voir apparaître une magnétisation qui pointe vers le haut, une magnétisation qui pointe vers le bas est la même. Il n'y a rien qui vient briser la symétrie plus A moins A. Donc, si on prend
un système qui est symétrique, symétrie A moins A, eh bien dans cette fonctionnelle-là, les seuls termes que je vais trouver, ce sont les termes pairs. Donc j'aurai quelque chose qui sera en E de A de lambda, qui sera donc toujours le E0 de lambda, plus le premier terme qui va donc être le terme quadratique, A2 de lambda fois A carré, plus un terme A de lambda A4 fois A4, plus d'autres termes que je ne vais pas prendre en compte. Voilà. Et ce que j'ai supposé pour fixer les idées, c'est que le terme en A4 de lambda, il est positif. En revanche, mon terme A2 de lambda, lui, eh bien, il varie et il change de signe. Donc quand je trace en fonction de lambda le terme A2 de lambda, je suppose qu'il varie continuellement. Dans toute cette théorie-là, j'insiste bien là-dessus, toutes les fonctions E0, A1, A2, A4 sont toutes des fonctions qui sont continues dérivables de lambda. Les discontinuités qui peuvent éventuellement apparaître, ou le fait que la fonction ici est non dérivable, ça ne résulte pas de singularité des fonctions que j'ai écrites ici en E0, A2, A4. C'est la prise du minimum qui est singulière, qui induit ces sauts de la fonction elle-même ou de sa dérivée. Mais les fonctions AN, ici, sont toutes parfaitement continues et dérivables. Donc si je suppose que j'ai mon A2 qui varie comme ça, eh bien, ce que je vois, c'est que j'ai tout de suite deux cas de figure quand je trace cette fonction ici de mon énergie en fonction de grand A. Si je me mets, donc ça ici je vais appeler ça lambda C, si je prends A2 positif, donc lambda inférieur à lambda C, eh bien, ce que j'ai quand je trace mon énergie en fonction de grand A, donc je trace l'énergie, grand E, eh bien, j'ai deux termes qui sont tous les deux positifs. Le terme en A carré, je vais prendre 0 égale 0 pour simplifier, de toute façon, c'est juste un décalage des énergies, donc je le prends nul pour simplifier. J'ai deux termes qui sont tous les deux positifs. Si j'ai lambda inférieur à lambda C, j'ai un terme en A carré et un terme en A4, donc j'ai une fonctionnelle d'énergie qui est comme ça. Voilà, et quand je prends le minimum, eh bien, le minimum, il est en 0. Quand je suis juste à lambda C, donc à ce moment-là, je n'ai plus le terme quadratique, j'ai simplement le terme quartique. Donc là, à ce moment-là, je vais continuer sur le même axe, j'ai quelque chose qui reste toujours positif, mais qui est très plat au voisinage de 0, comme ceci. Voilà. Et puis quand je vais... Ah non, il ne faut pas que je fasse comme ça, sinon je ne vais pas avoir de la place. Pour mettre la partie intéressante, pardon. Voilà, je mets ici. Si je mets A2 négatif, si je prends lambda plus grand que lambda C, donc ça c'était lambda égale lambda C, maintenant c'est lambda plus grand que lambda C, c'est-à-dire A2 négatif, eh bien si j'ai A2 négatif, au voisinage de 0 c'est lui qui gagne, donc je vais avoir une courbure négative, et puis à grand lambda c'est lui qui va gagner, donc ça retendra vers plus l'infini quand A tend vers plus ou moins l'infini, donc j'ai quelque chose qui est comme ceci. Voilà, et mon minimum vient se mettre là, ou là. C'est toujours grand A avec l'énergie. Voilà, donc dans ce cas de figure, là, eh bien, si je trace ma valeur absolue de A en fonction de lambda, eh bien, j'obtiens bien ce que je décrivais tout à l'heure, c'est une transition continue, donc du deuxième ordre, jusqu'à lambda C, je trouve 0. C'est tout ce cas-ci, voire celui-là. Et puis dès que lambda dépasse lambda C, eh bien, mon minimum devient non nul, vient se mettre ici. Et tout ça se fait de manière continue. Et donc on a quelque chose qui varie comme ça. Ici, le comportement est en racine carrée de lambda moins lambda C. Donc c'est une tangente verticale. Voilà, donc ça c'est une transition du deuxième ordre. Transition continue du deuxième ordre. Voilà. Alors, bon, pour être complet, c'est celle-là qui va nous servir aujourd'hui. Pour être complet, je peux dire un mot des transitions du premier ordre, qui nous serviront la semaine prochaine. Alors, si je prends une transition du premier ordre maintenant,
ordre. Pour une transition du premier ordre, ben là, on laisse tomber cette symétrie A-A, on dit qu'elle n'a pas de raison d'être. Pour me simplifier la vie, je vais supposer que A égale 0 reste toujours un minimum local, donc je ne vais pas mettre de A1, mais en revanche, je vais mettre du A3, du A5, du A7. Donc j'écris mon E de A et lambda sous la forme toujours du E0 de lambda, que je vais prendre nul dans un instant. Donc je commence toujours à l'ordre 2, parce que je veux que A égale 0 soit un minimum local. Donc A2 de lambda A carré, plus A3 de lambda A cube, plus A4 de lambda A puissance 4. Pour simplifier, je vais supposer que A2 et A4 sont positifs et ne bougent pas, et puis je vais supposer que A3 change. Donc je vais supposer que A2 et A4 sont positifs. Donc ce n'est pas A2 qui va changer de signe comme ici, hein. A2 reste à une valeur à peu près constante. En revanche, A3, je vais le supposer négatif, et je vais m'intéresser à ce qui se passe quand A3 varie. Donc si vous voyez, j'ai lambda ici, et quand je regarde comment varie A3, eh bien A3 il fait quelque chose comme ça. Il augmente en valeur absolue, il devient de plus en plus négatif. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un comportement comme cela? Eh bien, là encore, c'est assez simple, au moins qualitativement. Donc, je vais tracer un grand axe ici, ça sera l'énergie, et puis je vais tracer différentes possibilités. Donc, pardon, grand A. Quand je commence avec un A3 qui est négatif, mais tout petit, ici, ce que j'obtiens, c'est donc essentiellement mon minimum local en 0, puisque A2 et A4 sont tous les deux positifs, et puis ici, une vague infléchissement de la courbe, comme ça. Quand j'augmente, donc ça c'est A3, négatif et petit, donc valeur absolue de A3 petit. Et puis là, quand je descends, c'est j'augmente A3. J'augmente valeur absolue de A3. Donc il y a un moment, quand j'augmente A3, où cette partie négative là, devient de plus en plus importante et va créer un point d'inflexion pour les A positifs, puisque A3 négatif sera pour les A positifs que j'aurai le point d'inflexion, donc j'aurai quelque chose qui sera comme ça. J'ai toujours mon minimum local en 0, ça c'est parce que j'ai annulé le 1, puis j'aurai quelque chose comme ça. Ensuite, eh bien, j'aurai apparition d'un vrai minimum local ici. Et puis enfin, si je vais plus loin, eh bien, mon minimum local en 0 n'est plus le minimum absolu, et j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà, donc tout ça c'est la même chose, c'est à chaque fois grand A, et à chaque fois j'ai tracé l'énergie. Donc au fur et à mesure où j'augmente A3, donc ce que je vois, c'est émergence d'un minimum local ici, qui à partir d'une certaine valeur de A3 devient le minimum absolu. Tout ça en gardant A2 et A4 positifs. Hein, je n'ai pas besoin de changer le signe de A2 pour voir ça. Donc si je trace comment varie mon paramètre d'ordre amine en valeur absolue toujours, enfin là, la valeur absolue n'est pas nécessaire, mais bon, c'est pas grave, amine en fonction de mon paramètre de contrôle lambda, eh bien ça vaut, je vais faire en rouge, le amine vaut, il est ici, 0, 0, 0, mais plus là, donc j'ai quelque chose qui vaut 0 jusqu'à une certaine valeur, et puis là, ça saute brutalement à une valeur qui est non nulle, qui est le minimum que j'ai ici, et puis après, ça varie comme ça. Et ce que je vois, c'est que 0 reste quand même un minimum local, donc je peux étendre ça comme ça avec des pointillés, en disant que c'est un état métastable, et puis avant que ce point-ci devienne le vrai minimum absolu, c'est-à-dire avant que je sois dans ce cas-là, là j'ai eu un minimum local qui est apparu, donc je peux aussi étendre cette courbe comme ceci pour dire que j'ai ici un état métastable. Et donc ces états métastables, là, ça ouvre la voie à des phénomènes d'hystérésis qui sont caractéristiques des transitions du premier ordre. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire sur les transitions de phase. Maintenant, vous allez voir, on va se repérer avec notre fonctionnel d'énergie de Gross-Piasecki dans ce paysage. Je vérifie que je n'ai rien d'autre à vous dire. Non, je pense que c'était à peu près tout. Alors,
Revenons donc à cette fonctionnelle d'énergie de Gross-Pialewski. Donc c'est toujours la même, énergie cinétique, énergie d'interaction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc essayer de la tester, cette fonctionnelle d'énergie. Donc on va prendre certaines fonctions psi, des fonctions d'essai, qui peuvent être éventuellement modulées, et on va regarder comment varie l'énergie de cette fonction psi. Donc les fonctions d'essai sont de la forme paramétrée pour moi par un angle θ, et cet angle θ, c'est simplement l'amplitude de la modulation que je vais donner. Donc je vais choisir un vecteur d'onde k, ou un nombre d'ondes k si je suis à une dimension. Là, je vais m'intéresser à un problème à une dimension. Donc je choisis un nombre d'ondes k, et donc je prends comme fonction d'essai psi θ une composante uniforme, qui est donc en cosinus θ, plus quelque chose qui est modulé en cosinus kx, avec une amplitude sinus θ et un racine de 2. Le racine de 2, vous allez voir pourquoi je le mets dans un instant. Donc θ, c'est mon paramètre de contrôle, enfin c'est mon paramètre de contrôle, c'est le paramètre d'ordre, pardon, c'est le paramètre d'ordre, c'est ça que je veux voir si je favorise comme énergie θ égale 0, auquel cas ici j'aurai 1 plus 0, donc quelque chose de plat, ou alors θ non nul, ce qui veut dire que j'aurai une modulation avec une amplitude différente de 0. Voilà. Donc ça, c'est mon paramètre d'ordre, c'est l'angle θ. Alors, il faut donc calculer l'énergie associée à cette fonction d'essai. Donc là, je vous fais grâce des calculs, mais ce n'est pas méchant. Il faut reporter cette forme-là en cos θ plus sin θ cosinus kx dans les deux termes cinétique et interaction. Donc, pour éliminer les grands n, je vais travailler avec l'énergie par particule. Donc, je divise le grand E de la diapositive présente par grand n, ce que j'appelle epsilon de θ, qui est donc la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie d'interaction par particule. L'énergie cinétique, c'est simplement donc h bar 2 sur 2m l'intégrale de la dérivée de psi par rapport à x, psi θ. Et ça, c'est simplement mon énergie cinétique h bar 2 k2 sur 2m, énergie cinétique élémentaire, associée au nombre d'ondes k que j'ai choisi dans ma fonctionnelle, fois sinus carré θ. C'était ça l'intérêt de mettre le racine de 2 ici, c'est d'avoir après une énergie cinétique qui était très simple par particule. Quant à l'énergie d'interaction, eh bien, ça va donc être, j'avais un nn-1 sur 2, n-1 est à peu près égal à n, et j'ai divisé par un grand N pour passer à mon énergie par particule, donc il me reste un n sur 2, psi θ de x au carré, psi θ de y au carré, v de x moins y, dx dy. Psi θ de x, ça va faire intervenir des puissances ikx, psi θ de y, ça va faire intervenir des puissances iky, donc je vais me retrouver ici avec des puissances ikx moins y, éventuellement puissance 2ikx moins 2iky, puisque je peux prendre le carré de cosinus, fois v de x moins y. Donc vous voyez que je vais faire apparaître des transformés de Fourier du potentiel V. Et quand on fait le calcul plus complètement, voilà ce qui sort. Là encore, vous pouvez me faire confiance, mais sinon, ce n'est pas un calcul bien méchant à refaire. On voit apparaître ρ sur 2, où ρ, c'est simplement le nombre de particules grand N divisé par la longueur de mon échantillon. J'ai normalisé mes fonctions node avec un 1 sur racine de L ici, donc c'est pour ça que la longueur sort. Donc ρ sur 2, n sur L, si vous préférez, n sur 2L, fois V0 tilde. V0 tilde, c'est simplement l'intégrale du potentiel, c'est la transformée de Fourier prise en k égale 0, plus une composante qui fait intervenir la transformée du potentiel au nombre d'ondes k choisi, le k qui est dans le cosinus kx là-bas, et puis, comme on peut le pressentir à cause du carré qui est là, quelque chose qui fait intervenir v tilde de 2k, c'est-à-dire la transformée de Fourier du potentiel prise à 2 fois le nombre d'ondes k. Voilà, donc ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler pour voir si finalement, quand je minimise cette chose-là, est-ce que j'ai intérêt à prendre θ égale 0, auquel cas ce sera la solution uniforme qui sera favorisée, ou au contraire, prendre θ non nul, auquel cas j'aurai apparition spontanée d'une modulation. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est que quand je change θ en moins θ, ici, comme ce sont des sinus carrés, des sinus puissance 4, eh bien, je retombe sur la même énergie. Donc je suis dans le cas d'une transition du deuxième ordre, c'est ce que j'avais fait en premier au tableau. Je m'attends à être dans une phénoménologie qui ressemble à cette partie-ci du tableau et non pas à celle-là. Au moins pour les fonctions d'essai que j'ai prises. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Ça ne va pas être bien compliqué. J'ai donc mes fonctions d'essai qui sont écrites ici. J'ai mes énergies associées qui sont écrites là. Et donc, regardons à quelles conditions est-ce que tout ce que j'ai écrit ici peut présenter
ce dont on a besoin pour avoir une transition. Donc pour ça, eh bien, il faut reprendre l'énergie et la développer en puissance de ce qui était grand A tout à l'heure, ce qui devient θ maintenant, mon paramètre d'ordre. Donc je vais faire un petit peu de place. Alors qu'est-ce que je peux effacer? Peut-être ça, puisque je ne vais pas avoir beaucoup besoin du premier ordre aujourd'hui. Donc, comme je disais, cette fonctionnelle est paire, donc c'est les termes qui vont contribuer, c'est les termes en A2, en A4, ou si vous préférez en θ2, en θ4. Donc je vais regarder le coefficient du terme en θ2, puisque c'est le coefficient A2, c'est lui qui me détermine, selon qu'il est positif ou négatif, si je suis dans ce cas de figure-ci ou dans ce cas de figure-là. Donc je regarde, je fais le développement de cette énergie-là, et je regarde donc coefficient de θ carré. C'est l'équivalent de mon A2 de lambda de tout à l'heure. C'est le coefficient. C'était lui, c'est pour ça que je l'avais appelé. Alors, allons-y. Pour l'énergie cinétique, c'est tout simple. Epsilon sin de θ, si je prends le terme d'ordre plus bas, c'est epsilon k fois θ2, plus des termes en θ4, mais je m'intéresse O de θ4. Voilà. Et si je regarde maintenant l'énergie d'interaction, donc j'ai un terme constant, alors je peux le mettre, ρ sur 2 V tilde de 0, et puis ensuite j'ai ρ tilde sur 2, pardon, ρ sur 2, pas de tilde, sinus carré de 2θ, donc 2θ au carré, 4θ2, fois V tilde de k. Et puis ensuite, le terme après, il est en sinus 4θ, donc c'est du θ puissance 4, donc je ne le mets pas, puisque je m'intéresse au terme d'ordre 2 seulement à ce stade. Voilà. Donc, mon coefficient A2, que vaut-il? Eh bien, il vaut le terme d'ordre 0, lui, je vous dis, c'est simplement un décalage en énergie, lui, il n'est pas intéressant. Le terme d'ordre 2, c'est epsilon k plus, alors j'ai un 2 ici qui va apparaître, 4 au numérateur, 2 au dénominateur, plus 2 fois ρ V tilde de k. Voilà. Et donc, ce à quoi je m'attends, c'est que j'ai une transition du deuxième ordre qui va se produire. Je vous promets que le terme en A4, il est positif. Vous pouvez le vérifier. Pour la partie intéressante, il est positif. Je vais avoir une transition quand A2 va devenir négatif. Et ce A2, là, il doit vous rappeler des choses. Si vous vous souvenez de la forme de Bogoliubov, que j'avais encore remise en introduction, la forme du spectre de Bogoliubov, c'est h bar oméga k égale epsilon k fois epsilon k plus 2 fois ρ tilde vk puissance 1,5. Et je vous avais dit, il se passe des choses intéressantes quand on est au minimum, quand le minimum de roton touche l'axe des x, donc quand cette quantité-ci, ici, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre, voilà, quand cette quantité-ci, ici, égale à 0, c'est là qu'on est dans le cas de figure où on a le minimum de roton qui touche 0. Eh bien, c'est exactement la même quantité qui apparaît ici. Donc ce qu'on voit, c'est que la transition de phase du deuxième ordre, qui consiste à voir apparaître cette modulation spontanée de la densité, eh bien, elle coïncide, pour ce problème à une dimension, avec le moment où mon minimum de roton va venir toucher l'axe des x. Voilà. Donc, voilà le bilan. Pour cette fonction d'essai que je vous ai donnée en cos θ plus racine de sin θ cos kx, eh bien, on prévoit une transition du deuxième ordre entre un état uniforme et un état modulé. Le point critique de la transition superfluide coïncide avec l'annulation du minimum de roton, et le nombre d'ondes de la modulation, la période spatiale de la modulation, c'est le vecteur d'onde k, ou le nombre d'ondes à une dimension, pour lequel, le k roton ici, pour lequel le spectre touche 0. Si on fait donc un bilan des ingrédients nécessaires pour que cette chose-là se produise, eh bien, il faut deux choses. Il faut que V0 tilde d'abord soit positif, parce que V0 tilde, lui, c'est le terme qui intervient dans l'énergie 0 ici. Il faut que cette énergie-là soit positive. Si jamais V0 tilde est négatif, c'est là qu'on a l'effondrement du système sur lui-même, puisque j'aurais intérêt à ce moment-là à favoriser de très grandes densités.
et c'est là que j'aurai besoin de la correction de Li Wang-Yang pour assurer que la densité ne diverge pas. Mais pour ce qui nous intéresse là, on va dire qu'on veut V0 tilde positif pour que cette chose-là soit positive et que je n'aille pas vers les grandes densités. Et par ailleurs, eh bien, je veux que cette chose-là, au contraire, puisse s'annuler, donc il faut que V tilde K soit négatif, puisque epsilon K, lui, il est toujours positif, c'est H bar 2 K2 sur 2M. Donc il faut que V tilde de K puisse être négatif. Donc il faut que mon potentiel soit tel que sa transformée de Fourier soit positive en 0 et devienne négative pour des cas plus lointains. Alors le potentiel de cœur mou, celui qu'avait utilisé Gross en 1958, eh bien, vérifie ça. C'est-à-dire que quand vous prenez à une dimension un potentiel de cœur mou de ce type-là, donc nul en dehors de quand x est, en valeur absolue est plus grand que a, et puis égal à V0 positif quand x est plus petit que a en valeur absolue, eh bien sa transformée de Fourier, c'est simplement un sinus cardinal, puisque je dois prendre l'intégrale entre moins a et a de puissance ik x dx. Donc c'est simplement un sinus cardinal. Je l'ai écrit ici, c'est 2 fois V0 sinus Ka, mais si je veux faire apparaître un sinus cardinal, je vais multiplier par a en haut et en bas. Donc j'ai 2 fois V0a, sinus cardinal de Ka. Je rappelle que sinus cardinal, c'est sinus x sur x. Voilà, et l'allure d'un sinus cardinal, ben, elle est tracée ici, donc ça part de 1, et puis ça devient négatif quand l'argument est entre pi et 2pi, puis ça redevient positif, etc. Donc les conditions nécessaires pour avoir un supersolide sont bien réunies, j'ai bien V0 positif, et j'ai bien V tilde de K négatif sur une bonne plage de valeur de K. Incidemment, si j'avais pris une gaussienne, ça n'aurait pas marché. Si je prends une gaussienne, donc une fonction qui ressemble à ça, vous savez tous à quoi ressemble une gaussienne, eh bien, la transformée de Fourier aurait été quelque chose comme ça, elle aurait été tout le temps positive, et là, je n'aurais pas pu faire de supersolide. Donc, tous les potentiels répulsifs ne conviennent pas. Il faut que le potentiel varie suffisamment vite à certains endroits pour générer dans la transformée de Fourier des zones où V tilde de K devient négatif. Alors, cette supersuité pour un cœur mou, ben, elle a été vue, elle a été vue numériquement. Le problème est caractérisé entièrement par un paramètre sans dimension. C'est assez facile à voir, on va le regarder ensemble. Ce paramètre sans dimension, je l'ai écrit ici, c'est ρ fois V tilde 0 sur H bar oméga A. H bar oméga A, c'est l'énergie associée à la longueur petit a, la taille du cœur mou. Donc H bar oméga, c'est H bar 2 sur MA2. Et quand vous avez donc introduit ce grand lambda, eh bien, si vous décidez d'exprimer vos nombres d'ondes K en unité de 1 sur A, c'est-à-dire que vous posez grand X égale Ka ici, vous exprimez vos énergies ou vos fréquences en unité de H bar oméga A ou de oméga A, donc c'est le grand Y qui est là, eh bien, à ce moment-là, cette relation aussi, vous pouvez la réécrire sous la forme grand Y égale X2 sur 2 fois X2 sur 2 plus 2 fois grand lambda, ce lambda qui est ici, fois sinus cardinal de X. Donc il y a un seul paramètre qui rentre dans le problème, c'est cette valeur grand lambda. Et on trouve que le spectre touche 0 quand grand lambda vaut 21,05. Voilà, donc c'est une constante, la constante qui nous détermine le paramètre d'ordre. Quand est-ce que le paramètre d'ordre va apparaître pour ce problème. Et ça a été vérifié numériquement donc par Sepulveda et al. En 2008 qu'il y a bien une transition superfluide qui se produit à ce moment-là. Quand il trace la fraction superfluide en fonction de grand lambda, bien, il trouve que la fraction superfluide vaut 1 tant qu'on est inférieur à ce 21,05. Et puis ensuite, elle évolue continuellement et elle diminue pour atteindre 0 quand lambda devient très très grand. Voilà. Je n'ai pas encore défini ce qu'était une fraction superfluide, on le fera la semaine prochaine, mais croyez-moi, pour l'instant, donc c'est une bonne mesure de la superfluidité de cet échantillon. Voilà. Bien, ben maintenant on va passer aux vrais gaz dipolaires 1D et voir si eux aussi ont leur transition supersolide. Et la réponse, comme vous allez le voir, est positive. Vous avez ici une belle figure d'une prédiction théorique de Rucuzzo et Ancilotto sur laquelle je vais m'appuyer. Donc, comment se transposent les résultats précédents? Donc, j'ai mon potentiel V de R que je vous écrivais tout à l'heure avec l'interaction de contact et puis le terme en 1 sur R cube. On va s'intéresser à deux configurations différentes, soit une géométrie quasi 1D, c'est celle-là qui va nous occuper aujourd'hui, soit une géométrie quasi 2D, c'est celle qu'on regardera la semaine prochaine. On avait regardé surtout la géométrie quasi 2D dans le cours 3. Là, le point important, c'est que dans les deux cas, quand GDD devient plus grand que G,
interactions dipolaires dominantes par rapport aux interactions de contact, eh bien, le potentiel effectif, soit 1D, soit 2D, sa transformée de Fourier plus exactement, elle est positive au petit k et négative au grand K. Et je vous remets ici un graphe qu'on avait obtenu au cours 3, où on traçait V tilde de 2D en fonction de K, avec des unités réduites que je ne reprécise pas, et on trouvait qu'effectivement V tilde de D partait d'une valeur positive ici, en K égale 0, pour devenir négatif pour des K suffisamment grands. Plus précisément, la valeur en 0 était reliée à la somme G plus 2 fois GDD, donc à la fois G et GDD sont positifs, donc cette chose-là était positive. En revanche, la valeur en plus l'infini ici était reliée à la différence GDD moins G, avec un signe moins. Donc dès que GDD dépasse G, dès que les interactions dipôle-dipôle sont plus grandes que les interactions de contact, eh bien j'ai une asymptote qui est négative ici. Et quand on passe à un D, donc ça on ne l'avait pas vu ensemble, mais je l'avais mis dans les notes écrites, on a la même type de séquence. Simplement, la valeur en 0, cette fois-ci, devient G plus 1,5 de GDD, et la valeur en plus infini reste ce GDD moins G. Donc on a toujours ce changement de signe de V tilde de K. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on fait une étude? Alors il faut faire une étude numérique, hein, c'est plus compliqué qu'avec l'interaction de cœur mou. Donc là, je vous présente le résultat numérique dont je vous ai déjà extrait une figure, de Rokuzzo et Ancilotto, qui date d'il y a 3 ou 4 ans. Alors, ils ont pris un atome particulier, l'atome d'herbium. Ils ont pris un système donc, qui est fortement confiné en Y et en Z. Les dipôles sont parallèles à Z. Selon X, ils ont pris des conditions limites périodiques. Ils ont vu déjà qu'il y avait une instabilité de type proton qui apparaissait en calculant le spectre. Alors, moi, je vous ai souvent dit, je me place à un K donné, puis j'augmente la densité pour voir le minimum de rotons toucher 0. Alors, eux, ils ont fixé la densité, et donc ce qui varie, c'est plutôt la longueur de diffusion, c'est epsilon dd. J'espère que c'est à peu près lisible, c'est écrit petit. C'est epsilon dd, donc ce qui varie, c'est la longueur de diffusion, le rapport, je vais l'écrire ici, il varie epsilon dd, qui est donc le rapport entre ADD sur A. Donc en fait, il garde ADD constant et il varie petit a, en travaillant à densité constante. Mais bon, ça revient au même, et il voit donc que pour une certaine valeur de epsilon dd, il y a contact entre le spectre et puis l'axe des X. Donc ils prédisent une instabilité de type proton quand epsilon dd, enfin oui, c'est écrit ici, est supérieur à 1,45. Et en cherchant l'état fondamental du système, donc ils résolvent l'équation de Gross-Pilecki en temps imaginaire pour trouver l'état fondamental du système, ils voient qu'effectivement, quand epsilon dd est plus petit que cette valeur de 1,45, eh bien, on a une densité uniforme, pas d'émergence d'un état solide. C'est superfluide, mais ce n'est pas solide. Et quand epsilon dd dépasse légèrement 1,45 ou atteint 1,45, eh bien, il voit apparaître cette modulation ici. Et on peut tracer les profils. Donc ici, vous avez les profils en bleu pour 1,42, le profil pour 1,45, et puis quand on va vers des epsilon d encore plus grand, 1,52, la modulation devient de plus en plus grande. Donc une modulation qui apparaît et qui croît très rapidement. C'est l'équivalent, si vous voulez, de ce paramètre grand A ici, hein, puisque je vous l'ai dit, grand A, ça caractérise l'angle θ qui me donne la modulation. Rien jusqu'à 1,45, et puis à 1,45, départ rapide et croissance de l'amplitude de modulation. Alors, qu'en est-il dans les expériences? Eh bien, dans les expériences, il y a eu une année glorieuse, qui est l'année 2019, où 3 groupes ont publié presque simultanément, enfin là j'ai mis l'ordre des publications, une évidence, une preuve d'un ordre super solide. Florence, c'est le groupe de Modugno, Stuttgart de Tillmann-Pfau, et à Innsbruck, c'est le groupe de Francesca Ferlaino. Là, j'ai pris une figure d'un de ces 3 groupes, c'est le groupe de Stuttgart, le groupe de Tillmann-Pfau, où c'est une image prise in situ, donc ce sont des atomes de dysprosium, piégés donc, dans un piège. Alors, vous avez un confinement harmonique hein, le long de cet axe-là, ce n'est pas un gaz vraiment uniforme, mais le confinement harmonique le long de l'axe que vous voyez ici est beaucoup plus faible que le confinement transverse. Et ce qu'on voit apparaître, c'est une modulation spatiale, ici, qui est bien présente sur toutes les images, quand GDD atteint la valeur 1,45 fois petit g. Donc epsilon dd égale 1,45 pour le nombre d'atomes utilisés pour cette expérience. Plus précisément, donc, vous avez ici un tracé où vous avez en couleur
ce qui est repéré, c'est la profondeur de la modulation, donc la modulation qu'on voit apparaître ici. Quand c'est blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de modulation. Ça veut dire que à l'échelle de ces petits amas, là, en fait, on ne voit pas d'amas. C'est une évolution très douce du profil de densité. En revanche, quand c'est très coloré, c'est qu'il y a une modulation importante qui apparaît. Donc l'axe des X, ici, c'est la longueur de diffusion. Donc si vous préférez, c'est petit a repéré par rapport à ADD. En fait, là, c'est la valeur de petit a, mais en unité du rayon de bord, mais ADD est fixe. Et puis, dans l'axe des Y, ici, c'est le nombre d'atomes. Et donc, ce que vous voyez, c'est que pour un nombre d'atomes donné, par exemple 30 000, ici, si je me promène sur cette ligne, eh bien, quand petit a est grand, enfin assez grand, c'est-à-dire que les interactions de contact sont significatives, il n'y a pas de modulation, le condensat est uniforme. Mais quand je diminue les interactions de contact, donc quand les interactions dipôle-dipôle deviennent vraiment dominantes, eh bien, à ce moment-là, je rentre dans une géométrie qu'on peut qualifier de supersolide, au sens où on a une modulation spontanée de la densité. Question, évidemment, c'est est-ce que quand on voit des amas comme ça qui apparaissent, est-ce qu'il reste un ordre en phase à longue distance? Est-ce que ces amas ne sont pas des gouttelettes isolées les unes des autres? Est-ce qu'il y a quand même une cohérence de phase entre les différents amas? Alors ça, c'est quelque chose qui a aussi été étudié. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Quand vous avez ce type de figure, là, comment est-ce que vous pouvez sonder la phase relative entre ce point-ci et ce point-là et vérifier qu'il y a bien une cohérence de phase entre deux amas qui sont côte à côte ou qui peuvent être éventuellement éloignés les uns des autres? Eh bien, comme toujours en optique, le réflexe d'un opticien, c'est quand on lui dit que tester une cohérence, il faut faire une expérience d'interférence. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont relâché le confinement de tous ces atomes. Ils ont donc laissé les différents amas s'étaler, se recouvrir les uns avec les autres, et ils ont regardé le profil d'interférence. Donc à quoi ça ressemble le profil d'interférence? Eh bien, si je prends un point X qui va être, disons, ici, voilà, en un point X ici, eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir prendre l'amplitude de l'onde de matière qui vient de ce point-ci, que j'ai appelé xi plus 1. Je dois prendre l'amplitude de l'onde de ce point-ci, que j'ai appelé xi. Et puis, je dois prendre la somme des amplitudes affectées avec les différentes phases, phi pour cet amas-là, phi plus 1 pour celui-ci, et puis déduire du profil d'interférence si phi plus 1 est égal à phi, auquel cas j'aurais bien l'ordre en phase attendu, ou si au contraire phi plus 1 et phi sont complètement décorrélés l'un de l'autre, auquel cas ça veut dire que j'aurais formé des gouttelettes isolées, mais je n'aurais pas formé un état supersolide. C'est-à-dire que ce qui manquera, c'est le côté super à ce moment-là, le côté supersolide, le côté cohérent. Donc quand on fait cette somme des amplitudes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous l'avez ici, donc là j'ai l'intensité, donc j'ai le module carré qui est de la somme des amplitudes, une somme qui porte sur tous les amas ici, somme sur i, de 1 à n, de puissance i phi qui est la phase de l'amas i, et puis un propagateur. Ce propagateur me décrit comment est-ce que l'onde de matière se propage du point xi au point x. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait ce n'est pas compliqué, hein, ce que je peux le refaire au tableau ici. Le propagateur, c'est simplement le terme habituel qu'on a en mécanique quantique, c'est la puissance moins i e t sur h bar. Le E ici, c'est le E cinétique, c'est donc le 1,5 de mv2. Et la vitesse v qu'il faut mettre, c'est simplement la vitesse que doit avoir une particule partant du point xi pour arriver au point x pendant la durée que j'attends, pour faire la durée de l'expansion balistique avant de prendre la photo après temps de vol. Donc ça, le v que j'ai ici, c'est simplement le x moins xi divisé par t, distance divisée par le temps. Donc cette chose-là, ça va être 1,5 de m fois x moins xi au carré divisé par t. Et ensuite, si vous reportez ça là-dedans, eh bien, vous trouvez la puissance moins iot sur h bar. C'est ce qui est écrit là-bas, puissance im x moins x0 au carré sur, alors les deux doivent être bons, j'espère, et puis les t, donc vous avez un t carré, j'ai oublié le carré d'ailleurs, vous avez un t carré qui vient d'ici, et puis c'est multiplié par un t ici, donc vous avez un t au dénominateur. Voilà. Donc on prend ça, hein, aucune malice derrière cette formule. La phase de la source i et puis le propagateur pour aller de xi en x. Et quand on développe, donc vous avez ici n termes, donc quand vous allez développer le module carré, vous allez avoir n carré termes. On isole l'interférence de la source i avec elle-même, donc ça vous en avez
n termes, ce n'est pas très intéressant, puisque évidemment ça interfère constructivement, la source avec elle-même. Ce qui est plus intéressant, c'est donc les termes croisés en phi moins phi j, avec un propagateur qui peut se calculer. Donc ça va être ces choses-là au carré. Donc quand vous prenez le carré de ce qui est écrit ici, vous allez avoir du x2, vous allez avoir du 2x xi, et puis vous allez avoir du xi carré, hein, quand vous développez le terme en x moins xi au carré qui est là, qui résulte de cette chose-là, hein, ici. Donc le terme en x2, lui, c'est le même pour tout le monde, donc il se met en facteur et il disparaît. Le terme en xi carré, en général, on peut le négliger, c'est-à-dire que l'écart entre les sources, entre xi ici et puis xi plus 1 est très faible devant l'extension du nuage après temps de vol. Donc tout ce qui reste, c'est le terme en 2 fois xxi, ou 2 fois xxj, quand je fais interférer xi moins xj. Et donc je me récupère ici un signal qui a une structure avec plein d'harmoniques, et chaque harmonique, donc repérée par la distance entre xj moins xj, me repère finalement la cohérence entre des sites séparés de i moins j fois la distance élémentaire de mon réseau. Donc en allant regarder les différentes harmoniques, je suis capable de voir la cohérence entre proches voisins, entre voisins distants de 2D, distants voisins de 3D, etc. Donc c'est très commode. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on fait l'expérience. Donc c'est toujours la manip de Stuttgart, ici, que je vous montre. Donc là, on va se concentrer sur la cohérence entre proches voisins. Donc je vais prendre J égale I plus 1 dans la formule que j'avais écrite à la diapositive précédente, ici. Donc je cherche une modulation en les puissances I, M, D, X sur H bar T, où D, c'est la distance entre proches voisins. Qu'est-ce qu'on voit? Toujours ce code de fausse couleur. Quand c'est blanc, c'est qu'on ne voit pas de cohérence. Alors quand c'est blanc à droite, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y avait pas de modulation, donc il n'y a pas d'interférence à voir. Quand c'est très foncé ici, c'est bien. On a des interférences constructives entre les différentes gouttelettes, donc on a bien maintenu une forte cohérence entre les différents amas. Et puis quand on se met loin par ici, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la cohérence chute. Donc on a un régime qui est plus un régime de gouttelettes indépendantes. Hein, il n'y a plus de cohérence entre proches voisins dans ce système. Et ça peut se confirmer en prenant un profil d'interférence, et puis en n'en prenant pas un, mais en prenant beaucoup et en les moyennant. Donc quand vous êtes dans la situation petit a et que vous moyennez tous vos profils d'interférence, eh bien, les franges brillantes et les franges sombres sont toujours au même endroit. Donc vous avez, quand vous moyennez, il vous reste des belles franges d'interférence repérées par 1, 2, 3, qui sont les harmoniques dont je parlais tout à l'heure. Donc les interférences entre proches voisins, c'est repéré par l'indice petit 1 ici. Et puis si vous vous mettez au contraire dans la situation petit b de gouttelettes indépendantes, eh bien, quand vous moyennez les profils d'interférence, il ne vous reste plus rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence entre les différents amas que vous avez. C'est un régime de gouttelettes indépendantes. Alors, une question qui a été étudiée théoriquement, il n'y a pas eu d'expériences qui ont été concluantes là-dessus pour l'instant, c'est l'ordre de la transition dans un condensat dipolaire. Je vous ai dit que pour le potentiel de cœur mou, c'était une transition du deuxième ordre. Hein, on était dans ce cas-là. Pour les condensats dipolaires, c'est plus compliqué. Un condensat dipolaire, déjà, ça ne dépend pas que d'un seul paramètre sans dimension, le lambda que j'avais introduit tout à l'heure. Ça dépend en fait de 3 paramètres sans dimension indépendants. Le premier, c'est lié à la densité. Donc, si vous voulez, ça généralise le paramètre lambda. C'est ρ1d fois ADD, la longueur de diffusion dipôle-dipôle, enfin la longueur associée aux interactions dipôle-dipôle. Mais vous avez aussi ce rapport ADD sur A, ce epsilon dd qu'on a vu apparaître. Et puis, on appelle ça un condensat à une dimension, mais en fait, on vit dans un espace à 3 dimensions. On l'a confiné sur le condensat selon la direction z, mais cette direction z réémerge à courte distance. Donc, il y a aussi ADD sur LZ, qui est un paramètre sans dimension. Donc, quand on fait une recherche théorique, eh bien, ce qu'on voit, c'est que pour les paramètres expérimentaux typiques, la recherche numérique de l'état fondamental confirme que c'est une transition du deuxième ordre, il n'y a pas de discontinuité, mais bon, je vous le montre ici, et puis après je dirai ce qui se passe quand ce n'est pas des paramètres typiques. Donc voilà ce que vous avez. Ici, vous avez la densité ρ1d qui est en axe des x, donc si vous voulez, ce que vous avez en axe x ici, c'est ce paramètre sans dimension-là. En axe y, vous avez la longueur de diffusion petit a, donc, si vous voulez, c'est ce deuxième paramètre-là. Et puis, le troisième paramètre, ici, il est fixé. C'est-à-dire que pour cette simulation numérique-là, Blackie et al. Ont choisi une valeur de ADD, une valeur de LZ.
Et donc ce qu'on voit ici, c'est que si on se fixe une certaine valeur de ρ1d ici, et puis si on diminue la longueur de diffusion petit a, donc on augmente l'intensité relative des interactions dipolaires, eh bien là on est dans un régime non modulé, et quand on croise la transition, qu'on rentre dans l'état supersolide en bleu, eh bien on le croise sur une ligne noire épaisse qui, dans leur code, ici, signale une transition du deuxième ordre. Donc c'est une transition continue. Et les expériences sont effectivement faites dans ce régime-là. En revanche, ce que vous voyez, c'est que cette ligne s'interrompt à une valeur qui s'appelle Ni et Nlow, et que quand on croise ici ou quand on croise là, eh bien la transition devient du premier ordre. Elle ne se produit pas quand le minimum de roton touche l'axe des X. Ça, c'est la ligne pointillée rouge, ici. Elle se produit à un autre moment. Et la raison pour ça, c'est que finalement, le Landsat, ce qu'on a pris, nous, pour notre fonction d'essai, le cosinus θ plus sinus θ cosinus kx, avec sa symétrie θ moins θ, en fait, il ne rend pas bien compte du vrai état fondamental. Donc il faut aller chercher d'autres fonctions d'essai si on veut comprendre ce qui se passe ici. Et ces autres fonctions d'essai permettent de rendre compte des transitions. Donc la transition peut devenir du premier ordre pour les densités extrêmes, soit très grandes, soit très petites. Mais pour les expériences, ce que disent les théoriciens, c'est que les transitions observées étaient d'une nature de type deuxième ordre, de transition continue, comme ce qui est à droite sur le tableau. Ah oui, alors, donc, avant de vous montrer ça, il y a toute une zone verte ici, de gouttelettes isolées, et ça se voit aussi donc, numériquement quand on cherche l'état fondamental. C'est quelque chose qui n'était pas présent pour le potentiel à cœur mou, qui est encore une fois quelque chose de spécifique aux gaz dipolaires avec leurs 3 paramètres sans dimension. Quand on augmente beaucoup la valeur de epsilon dd, donc là je reviens à l'article initial de Rokuzzo et Ancilotto, donc je vous avais montré la figure du haut et puis la figure du milieu, mais si on pousse encore plus loin, eh bien ce qu'on voit c'est que les amas qui sont ici gouttelettes, les amas fusionnent, ils fusionnent pour former des gouttelettes, et ces gouttelettes là sont très proches de ce qu'on a étudié dans le cours de la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est des gouttelettes qui sont autoliées dans le sens où leur énergie est négative, et là pour évaluer leur forme, eh bien, la correction de Li Wangyang joue un rôle essentiel, comme elle joue un rôle essentiel dans le cours de la semaine dernière. Voilà. Donc vous voyez, c'est une phénoménologie quand même qui est très riche pour ces systèmes. Bien. Alors, j'en viens au tout dernier paragraphe de ce cours qui porte sur les modes d'oscillation d'un supersolide. Et ce dont j'aimerais vous parler, ce sont des modes de Goldstone et des modes de Higgs. Alors, je pars du principe qu'on a une transition de phase du deuxième ordre, continue, et je reviens à ma classe de fonction d'essai. Donc, je vous ai dit, elle est, au moins pour ce qui a été fait expérimentalement dans les zones de paramètres, elle est valable, elle était aussi valable pour le potentiel à cœur mou. Eh bien, mais les fonctions d'essai que j'ai prises, en fait, j'aurais pu très bien les prendre un tout petit peu plus générales. C'est-à-dire que j'aurais pu, avec un coût en calcul nul, introduire une phase à ma modulation spatiale, c'est-à-dire ne pas mettre ici un cosinus kx, mettre un cosinus kx moins phi. C'est-à-dire que la position des minima et des maxima de mon profil de densité, puisque j'ai un système qui est invariant par translation, cette position elle est complètement aléatoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de brisure spontanée de la symétrie de translation, c'est-à-dire que le choix de l'endroit des minima et des maxima de densité, c'est quelque chose qui va fluctuer d'une réalisation de l'expérience à l'autre. Donc, mon vrai paramétrage, en fait, j'aurais dû mettre un psi de θ et de phi. Θ, lui, c'est l'amplitude de la modulation, donc lui, l'énergie dépend de lui, mais en revanche, l'énergie ne dépend pas de phi, et c'est ça qui décrit la brisure spontanée de la symétrie de translation. Donc, le vrai paramètre d'ordre, en fait, ce n'est pas θ, mais c'est θ et puissance phi, sachant que quand je prends phi et quand je prends phi plus de pi, je retombe sur mes pieds, donc c'est pour ça que je mets un puissance phi comme paramètre d'ordre. Alors, quand on essaie donc d'écrire l'énergie, enfin de tracer l'énergie en fonction de ces deux paramètres, θ et phi, eh bien, au lieu d'avoir la figure qui est ici au tableau, qui est tracée pour une valeur de phi égale à 0, en fait, si je fais tourner phi autour de cet axe-là, vertical, j'obtiens cette structure en chapeau mexicain bien connue, qui me dit que finalement, toutes les valeurs de phi comprises entre 0 et 2π sont équivalentes d'un point de vue énergétique. Maintenant, intéressons-nous au mode de vibration du système, c'est-à-dire partons de l'état fondamental,
donc qui, quand j'ai passé la transition, est celui qui est écrit là. Et supposons que je cherche à ne pas prendre θ et φ vraiment constants dans tout l'espace, mais à les faire dépendre lentement du point x que je considère. Donc je peux mettre, si je veux, un θ de x là-dedans, avec une variation de θ de x beaucoup plus lente, enfin, sur une échelle spatiale beaucoup plus grande, lente que le cosinus kx, et je peux également prendre une variation de phi à l'échelle de x. Phi avec x lente à l'échelle de kx. Qu'est-ce que je peux prédire comme énergie associée à ces variations? Eh bien, si je prends la variation de phi, je vois tout de suite que ça ne va pas me coûter beaucoup d'énergie, puisque je pars d'un système où tous les phi coûtent exactement la même énergie si je prends le même phi partout. Donc si maintenant, sur une partie loin à gauche, je prends une certaine phase pour ma fonction d'onde, et puis si une partie loin à droite, je prends une autre phase spatiale pour ma fonction d'onde, et si je les raccorde très doucement, ça, je sens bien que ça ne va pas me coûter beaucoup d'énergie. Et ça, c'est un théorème général, c'est que quand on a un mode qui correspond à une brisure spontanée de symétrie de translation, c'est ce qu'on appelle un mode de Goldstone, il ne coûte pas beaucoup d'énergie si je lui donne une grande période spatiale. Donc si je vais chercher le Q, le vecteur d'onde que j'associe à ce mode, ou le nombre d'ondes à une dimension, ce Q tend vers 0, la fréquence de ce mode doit tendre également vers 0. Donc ça, c'est un théorème général, le théorème de Goldstone, c'est que les modes associés aux brisures spontanées de symétrie ne coûtent pas beaucoup d'énergie, et je peux les décrire par des modes de phonon, oméga de Q égale CQ. En revanche, le mode associé à θ, lui, eh bien, si je le décris quantiquement, je vois bien qu'il va me coûter de l'énergie, puisque si je change θ ici, donc ça revient à explorer la flèche noire sur ce dessin ici, j'ai une certaine fréquence qui est associée à ça, qui est liée à la courbure de l'énergie en fonction de grand H, je calcule D2E sur DA2, j'ai une certaine courbure de l'énergie, et donc ça, si je passe en théorie quantique des champs, j'aurai certainement à payer au moins l'énergie h bar oméga h pour l'exciter, ce mode-là, plus éventuellement quelque chose qui sera lié à la période spatiale Q que j'aurais choisi pour cette modulation d'amplitude. Mais en tout état de cause, je devrais certainement payer au moins h bar oméga h. Donc ça, c'est un mode qui est gapé, comme on dit en franglais, c'est-à-dire qu'il a un gap, j'ai toujours au moins à payer une énergie pour l'exciter. Voilà, et c'est le mode de X. Bien, alors comment est-ce que ces modes se manifestent pour la transition supersolide? Donc je reste à une dimension ici. Donc le mode de Goldstone, comme j'ai dit, c'est la variation de la phase phi. Donc ça veut dire que je vais exciter un mode où je vais déplacer, sans les déformer, mes maxima de densité, je vais les déplacer comme ça. Et le mode de X, au contraire, c'est un mode de variation de l'amplitude, donc je vais faire varier l'amplitude de modulation, comme ceci. Donc je fais varier grand A égale sinus θ. Alors, si on se met dans un tube, qu'est-ce qu'on attend? Donc là, je vous montre un calcul fait dans le groupe de Blair Blackie en Nouvelle-Zélande, publié l'an dernier. C'est un calcul numérique fait pour un tube avec des conditions limites périodiques, des atomes de dysprosium. Et ce qu'on voit, c'est quoi ici? Eh bien, c'est donc en fonction du nombre d'ondes Q, les énergies associées à ces modes. Donc en rose, je commence par lui, c'est le mode de X. Donc vous voyez que même à Q égale 0, on voit qu'il y a une énergie à payer, c'est le h bar oméga Q, la fréquence d'oscillation au fond de ce puits. Donc lui, il y a toujours une énergie associée, même quand Q tend vers 0. Ensuite, eh bien, vous voyez deux modes de phonons. Et cette existence de deux modes de phonons, eh bien, c'est précisément la signature d'un état supersolide. Il y a un mode de phonon qui est le mode que je viens de vous décrire, qui est le mode lié au mouvement, comme ceci, des maxima et des minima de densité. Et puis vous avez un autre mode de phonon qui est lié à l'ordre superfluide lui-même, qui était déjà présent en l'absence de toute modulation. Si vous prenez un superfluide uniforme, vous savez que vous avez des phonons dedans, c'est les phonons de Bogoliubov habituels. Et donc la coexistence de ces deux modes de Goldstone, là, de deux modes dont la fréquence tend vers 0 quand Q tend vers 0, eh bien, c'est la signature que vous avez eu effectivement une brisure de symétrie de deux symétries continues, la symétrie correspondant à l'ordre superfluide et la symétrie de translation. Donc c'est vraiment important de voir ces deux modes-là. Alors qu'en est-il dans les expériences?
Ah oui, avant des expériences, je voulais montrer ça quand même. Je vous ai dit, je crois, au début, qu'il y avait beaucoup d'articles qui sortaient en ce moment sur les gaz dipolaires. Cette semaine, il y en a eu 5, je crois. Et ce matin, voilà, donc vous voyez, c'est daté du 29 mars, donc de ce matin, apparu sur Archive, un article du même groupe, hein, toujours le groupe de Blair Blackie ici, où ils étudient plus en profondeur ces modes de phonons. Ils regardent comment ces modes se comportent au voisinage de la transition. Donc, je n'ai pas eu le temps de le lire en détail, parce qu'il fallait que je vienne ici. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà, vous voyez que c'est un sujet qui est vraiment chaud. Donc, comment est-ce que ces modes se transposent au cas piégé? Donc, ce qui est intéressant, c'est, comme je vous dis, de voir les modes de Goldstone, parce que ce sont la signature des deux symétries brisées. Bon, le mode de Higgs est également intéressant, hein, mais voir les deux modes de Goldstone, ça prouve qu'on a vraiment cette brisure de symétrie double. Et donc, à quoi correspond-il quand on est dans un cas piégé, qui est le cas des expériences faites jusqu'à maintenant? On n'a pas des gaz qui s'étendent arbitrairement loin jusqu'à l'infini, ni même des gaz avec des conditions périodiques. On a toujours un potentiel de piégeage le long de l'axe X. En plus, on ne voit pas tellement d'amas différents. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai montré les images, on en voit 2 ou 3, on en voit 3, 4, quelque chose comme ça. Donc, à quoi correspondent-ils ces modes? Bien, le mode de Goldstone, qui est lié à la brisure spontanée de symétrie habituelle, celle qui est liée à l'ordre superfluide, l'ordre en phase, eh bien, en fait, dans un piège, c'est simplement l'oscillation du centre de masse. C'est lui qui signale cette brisure de symétrie. Donc, c'est un mode où vous avez une oscillation en bloc de vos pics de densité, donc vous passez des pics bleus ici au pic rouge, oscillation globale. Le mode associé à la brisure spontanée de supersolide, c'est lié au fait que vous allez pouvoir avoir des transferts de matière entre les différents pics. Donc ça veut dire que quand vous avez votre déplacement global, eh bien, les pics ne vont pas rester à la même hauteur, et en particulier, le pic latéral qui va s'en aller vers la droite, ici, va pouvoir transférer de la matière vers le pic latéral de gauche, et vice-versa quand l'ensemble part vers la gauche. Donc vous avez une oscillation en opposition de phase des pics, de la densité et du fond, et ça se fait à une fréquence qui est plus basse que la fréquence du centre de masse, voire beaucoup, beaucoup plus basse. Donc un des enjeux du domaine, ça a été de voir ce mode-ci, c'est-à-dire ce mode associé à une redistribution de matière, qui est encore une illustration de la cohérence entre les différentes gouttelettes, le fait qu'elles ne sont pas des gouttelettes isolées. Bien, alors comment le voir, ce mode de Goldstone? Donc là, je vais vous décrire une expérience faite à Stuttgart en 2019. Comme je l'ai dit, ce mode a une très basse fréquence, ce mode qui consiste à redistribuer de la matière entre les différents amas au fur et à mesure où le système oscille dans le piège. Il est à très basse fréquence, donc on peut chercher à l'exciter, mais en fait, comme sa fréquence est basse, et puis que les systèmes ont une durée de vie finie, eh bien en fait, le système s'est amorti avant même que le mode ait fait une oscillation complète. Donc on ne peut pas le voir directement comme une oscillation du système, mais la contrepartie de cette basse fréquence, c'est qu'il est excité en fait thermiquement. C'est-à-dire que même si le système est très froid, eh bien ce mode sera excité thermiquement. C'est-à-dire que quand vous allez prendre des photos de différentes réalisations de votre système, eh bien ce mode sera en train d'osciller avec des phases différentes. Et ce que les chercheurs de Stuttgart ont fait, donc, c'est qu'ils ont cherché à voir une signature de ce mode en regardant les deux indicateurs de ce mode, qui sont donc, comme je vous le disais, le fait que la gouttelette de gauche ici et la gouttelette de droite n'ont pas toujours la même amplitude, parce qu'il y a cette redistribution de matière, et puis par ailleurs, la gouttelette centrale, ou le centre du profil, n'est pas toujours donc, au centre du piège, mais en train d'osciller. Donc ils ont fait une corrélation entre le déplacement global de la gouttelette, delta x ici, en x, et puis le déséquilibre état entre la gouttelette de gauche et la gouttelette de droite. Si ce n'était pas le bon mode, il n'y aurait aucune corrélation entre ces deux paramètres, mais là, vous voyez une corrélation claire entre les deux paramètres, déplacement et déséquilibre entre les gouttelettes, et ça, eh bien, c'est une signature que ce mode existe et qu'il est excité dans ce système, excité thermiquement. Voilà, donc ça a été la première manifestation de ce mode de Goldstone lié vraiment à la supersolidité dans le système. Bien. Eh bien, j'en arrive à la conclusion. Donc, je pense que c'est quand même une belle première pour ces condensats dipolaires. Ça a été la première observation expérimentale d'un état supersolide,
qui, comme vous l'avez vu, avait fait l'objet de beaucoup de débats dans le cadre de l'hélium. Donc là, il a été vu. C'est une transition de phase qui est a priori du deuxième ordre, même si expérimentalement on n'a pas pu le tester comme ça, mais je pense que ça sera fait dans les années qui viennent. En tout cas, théoriquement, il n'y a pas d'ambiguïté. Les modes de Goldstone associés aux brisures de symétrie correspondantes, translation et phase globale, ont été vus, donc ça aussi c'est très bien. Et puis, comme je le disais, la phénoménologie associée à cette transition de phase, elle est quand même plus complexe que celle qui avait été envisagée avant pour des potentiels de type cœur mou, même si on a une dimension, ce n'est pas simple, parce qu'on a ces 3 paramètres sans dimension. Et je vais vous laisser avec 2 questions qu'on reprendra donc dans le cours de la semaine prochaine. C'est, d'une part, comment caractériser vraiment la superfluidité dans ces systèmes. Ce qu'on a caractérisé aujourd'hui, c'est plutôt la cohérence, mais est-ce qu'on peut caractériser également la superfluidité de ces systèmes, donc en particulier de donner un sens à cette notion de fraction superfluide que j'ai utilisée brièvement aujourd'hui. Et puis aussi, comment est-ce que ces résultats se transposent dans le cas bidimensionnel. Et donc ça, pour annoncer déjà ce qu'on va trouver dans la semaine prochaine, c'est qu'on verra que la transition, là, à ce moment-là, elle est franchement du premier ordre, elle n'est pas du deuxième ordre, elle n'est pas continue, contrairement à ce qu'on a vu à une dimension. Voilà, je m'arrête ici, et donc rendez-vous d'ici 15 minutes pour le séminaire de Daniel Suchet. Merci.